Bonjour. Aujourd'hui c'est une journée un peu que j'aime pas trop parce que c'est une journée maintenance d'Oscar. Il en faut, hein, ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans ces cas-là, je suis toute seule dans Oscar, qu'il fasse froid ou chaud. Pendant que Manu s'affaire avec les garagistes à chercher des pièces ou à surveiller ce qu'ils font. Et du coup, je pense qu'on peut pas se mettre en retard dans les vidéos. Donc, j'ai entrepris de vous présenter toute seule l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est un pays d'Asie centrale et une ancienne république soviétique. L'Ouzbékistan est réputé pour ses mosquées, ses mausolées et autres sites qui jalonnent la route de la soie, l'ancienne route commerciale reliant la Chine et la Méditerranée. On a d'ailleurs remarqué que c'est le seul pays en stan à n'avoir comme pays frontalier que des pays en stan. À l'ouest et au nord, c'est le Kazakhstan, à l'est, le Kirghizistan, au sud-est, le Tadjikistan et au sud, le Turkménistan. Ouais, et l'Afghanistan, et c'est pas parce que je suis pas là que je surveille pas, hein. Bon, ça ira pour cette fois. Nous n'avons rencontré aucun problème d'insécurité. On a dormi en périphérie de Tachkent en pleine nature, dans les rues ou dans des parkings payants à 2 € la nuit à Samarcande et à Boukhara. Les habitants sont ici aussi chaleureux, accueillants, respectueux. C'est pour ça, je pense qu'il est important de respecter certaines règles culturelles. Et c'est la raison pour laquelle vous me verrez presque toujours avec les jambes, les épaules et les cheveux couverts. Ici, l'islam est pratiqué par 93% de la population, ce qui en fait la religion prédominante en Ouzbékistan. Cet islam est d'obédience sunnite, ce qui signifie qu'il suit les principes de la majorité des musulmans à travers le monde. Cependant, une petite minorité, 1% de la population, suit l'islam chiite, particulièrement dans les villes comme Samarcande et Boukhara, où l'influence persane est forte. L'islam en Ouzbékistan se reflète dans l'architecture et dans l'art, notamment à travers les magnifiques mosquées qu'on a pu y voir. Ce pays regorge de monuments religieux impressionnants où l'on peut ressentir la profondeur de la foi des habitants. En résumé, on a trouvé que l'Ouzbékistan est un pays profondément marqué par l'islam, mais c'est un islam hyper light, au contraire d'un islam radical, ce qui en fait, à nos yeux, un modèle de tolérance. Tachkent est la capitale de l'Ouzbékistan. Réputée pour ses grandes avenues, ses parcs et ses fontaines, cette ville ne se visite pas, mais se découvre à son propre rythme. Nous avons commencé par acheter un ticket de métro, dont le prix est plus qu'abordable, puisqu'il coûte 1400 soms, soit à peine 1 €. La particularité de Tachkent, c'est que c'est la première ville d'Asie centrale qui a été équipée d'un métropolitain. Et oui, le métro de Tachkent est le seul réseau de transport souterrain en Asie centrale. Il est composé de 4 lignes et de 50 stations, dont la plupart sont souterraines. Le métro est connu pour son architecture unique et son ambiance de musée, avec des stations décorées individuellement. Ce métro a été construit après le tremblement de terre en 1966 et a ouvert en 1977. Chaque station est décorée de manière unique, avec des matériaux comme le marbre, le granit. Son architecture et ses œuvres d'art reflètent l'histoire de la capitale de la période soviétique à l'époque actuelle. L'atmosphère du métro est particulière et mérite vraiment d'être vécue. Pendant de nombreuses années, la photographie était interdite. Cible d'un attentat en 1999, le métro était considéré comme une installation stratégique de l'ère soviétique.
Cette interdiction était liée à des raisons de sécurité nationale, car le métro avait été conçu pour servir d'abri en cas d'attaque nucléaire. La levée d'interdiction a eu lieu en 2018, ce qui nous a donc permis de documenter la beauté architecturale des stations. Toutes les stations ont pratiquement les mêmes caractéristiques. 102 mètres de longueur, 18 mètres de largeur, 10 mètres de largeur pour les quais et 4 à 8 mètres de hauteur. Et enfin, 6 mètres de distance entre les colonnes. Dans ces conditions, il fallait créer un design unique pour chaque station en répondant aux exigences de l'architecte en chef qui était de concevoir de sorte que les passagers soient à l'aise et qu'ils ne se sentent pas dans un espace fermé. Les stations sont remarquables en ce qu'elles sont très décorées et qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Donc elles sont thématiques. On va en découvrir ensemble quelques-unes. À la station Alisher Navoy, qui est un poète, un artiste a exécuté une série de panneaux en céramique sur le thème de ses œuvres. Ici, 48 coupoles s'appuient directement sur les colonnes. À la station Pakstator, qui signifie cueilleur de coton en ouzbek, on y voit une immense fresque représentant des plants de coton tout le long du quai. À la station Gafur-Gulom, dédiée aux poètes soviétiques, on y trouve des plaques de céramique au mur et des colonnes bordées de verre vert. La station Mustaqilik Maïdoni est connue pour son architecture impressionnante, notamment ses piliers en marbre blanc et ses lustres élégants. La station la plus riche, pour ce qui est de la diversité des matériaux, est la station dédiée aux cosmonautes. Le plafond a été surélevé et l'épaisseur des colonnes doublée pour donner une impression d'espace infini. Des médaillons le long du quai représentent d'importantes personnalités liées à l'exploration spatiale. Alors ça c'est une station qui est dédiée aux cosmonautes, aux soviétiques qui ont participé à l'épopée de l'espace. Et donc les thèmes choisis, ça a été le vert, ici les colonnes de verre, et puis Le plafond bleu, aussi, regarde. le bleu qui évoque la couleur de l'espace. Il y a une mosaïque de smalt coloré. Le smalt, c'est un pigment bleu à base de verre broyé contenant de l'oxyde de cobalt. Cette mosaïque est juste au-dessus des escaliers dans les couloirs d'une correspondance entre différentes lignes. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé. Et en plus, le système de climatisation dont est équipé le métro nous a protégés un temps de la chaleur extérieure. La ville est entourée de plantations de coton, de vergers et de vignobles. Tachkent regorge à la fois de bâtiments de style médiéval, de modernes gratte-ciel, des centres d'affaires, des banques, d'immeubles de la période soviétique et enfin de constructions à l'allure européenne. Le vieux Tachkent persiste grâce à la pérennité du bazar de Torchou. Ce bazar est le plus grand et le plus ancien de Tachkent. D'un côté, sous une bâche qui sert de protection contre le soleil, on trouve les vêtements, les tapis et les chaussures. De l'autre côté, un point gastronomique qui propose tous les mets populaires, plus ou moins ragoûtants, de la cuisine ouzbèque. Cette ville vit et respire la modernité, offrant à ses habitants le confort des équipements et des divertissements modernes. Aucun pays qui résiste au contrôle par le divertissement. Aucun. Et de loin. J'ai l'impression que c'est une foire partout où qu'on aille, il n'y a pas que cette rue. En fait, Les seuls pays qui résistent au contrôle par le divertissement, c'est des pays ultra pauvres qui n'ont simplement pas les moyens d'accéder à ce niveau de richesse intermédiaire, on va dire. Peut-être que c'est en Corée du Nord, par exemple, ou dans certains pays d'Afrique pauvres, comme le Sierra Leone, qu'on trouve le moins de divertissement accessible, mais c'est pour des raisons économiques, c'est pas pour des raisons de volonté politique. Puis nous sommes allés découvrir l'histoire des Timurides.
Le bâtiment grandiose du musée d'Amir Timour est un exemple de l'architecture orientale. La collection du musée est vaste, comprenant plus de 3000 objets qui racontent l'histoire ancienne de la région. Il s'agit notamment de peintures, de documents historiques liés à la vie et aux actes de Timour, qui n'est autre que Tamerlan, ou encore Timour le Boiteux en France. Ça donne rien du tout par rapport à la réalité, c'est hyper grand. C'est comme ça qu'il mais faut pour faire. donner l'échelle, je sais pas comment tu peux faire. Ben, il faut que je grimpe au balcon. Tamerlan était un tyran sanguinaire, hein, mais qui avait le sens de la para. Il a tué quelques millions de personnes de manière stylée. La difficulté ici, dans cette pièce monumentale, c'est de donner l'échelle. Alors je suis grimpé au balcon pour essayer de montrer à quel point la voûte monumentale est grande par rapport à moi. Je vais apparaître, je pense, sur un des bords, appuyé sur une balustrade. Je vais faire un petit signe. Coucou! Pour dire que c'est bien moi qui suis sous le dôme dédié à Tamerlan. Donc c'est un dôme monumental qui surplombe un lustre tout aussi monumental. Mais Peux-tu nous expliquer un petit peu qui est Tamerlan? Tamerlan, à mes yeux, c'est juste un dirigeant sanguinaire auquel les Ouzbeks tentent aujourd'hui de rendre hommage au travers de ses contributions à l'art et en particulier à l'architecture, puisqu'il a fait édifier de nombreux édifices. On a l'impression que les gens le saluent. Tu vois, ils le vénèrent. Il le salue parce qu'il a fait éliminer ou il a détruit la vie de millions de personnes, il a brûlé des villes entières. Son but était tout simplement de détruire absolument tout ce qui n'était pas lui et tout ce qui n'était pas de son clan et de sa famille. Donc le qualifier de génocidaire, c'est presque un euphémisme, dans le sens où c'est pas juste une population en particulier qui voulait éradiquer, disons comme les Allemands voulaient éradiquer la population juive. Lui, il voulait éradiquer toutes les populations qui n'étaient pas la sienne. Donc c'est en quelque sorte un polygénocidaire. Et je ne veux pas dire que c'est scandaleux politiquement de lui rendre hommage, c'est juste un peu étonnant. Par exemple, la mémoire de Napoléon en France, elle est ambivalente. Elle est conservée. Or, on peut dire que le solde, on va dire positif-négatif de Napoléon est quand même infiniment supérieur à celui de Tamerlan. C'est-à-dire de ce qui a été conquis, alors du vivant, de avant ou après les campagnes militaires de Tamerlan. Mais sans doute, c'est une expression de la puissance d'avoir beaucoup d'enfants. La question, c'est de savoir au service de quoi la puissance est mise. Et en l'occurrence, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas un mot sur les aspects négatifs de la conquête militaire. Il est bien documenté qu'un jour, par exemple, il a fait réaliser une pyramide de 70 000 têtes décapitées. Je n'ai pas dit 700 ou 7000, 70 000 têtes décapitées, simplement pour terroriser la population. Et il a recommencé ce genre de massacre à plusieurs reprises. Donc c'est quand même quelque chose qui pourrait être mentionné, mais là, c'est complètement passé sous silence. Il n'y a juste que des portraits. Des portraits élogieux, des signes de conquête, et puis des éléments artistiques qui auraient très bien pu exister indépendamment de lui, en réalité. Avec un peu moins de massacres, il y aurait eu un peu plus de richesse, un peu plus de prospérité et un peu plus de production artistique. En sortant du musée, nous sommes allés tout près, sur la place, au centre de laquelle il y a une statue, devinez de qui? D'Émir Timour. Elle est en bronze, et sur son socle est inscrite sa fameuse devise en 4 langues. Le pouvoir est dans la justice. Ensuite, nous sommes allés visiter 2 des plus anciennes villes de l'Asie centrale, Samarcande et Boukhara. Nous avons commencé par la 2e plus grande ville de l'Ouzbékistan, Samarcande, située au cœur de l'Asie centrale, sur la route reliant l'Orient et l'Occident.
La route entre la capitale et Samarcande laisse progressivement place à d'immenses panneaux publicitaires, des grands immeubles d'habitation, des mosquées flambant neuves et des poteaux électriques surmontés de nids de cigognes. En effet, l'Ouzbékistan est depuis toujours le lieu de villégiature des cigognes lors de leur grande migration au printemps et à l'automne. Cet oiseau est d'ailleurs un symbole de paix et de prospérité, souvent représenté dans l'art et la culture. Les ciseaux en forme de cigogne sont un souvenir populaire vendu par centaines dans les bazars où les artisans ont développé ces ciseaux fonctionnels et décoratifs en forme de cigogne. Notre visite de Samarcande a débuté avec un arrêt à l'observatoire Kouloukbek, un des petits-fils de Timour justement, avait construit de 1420 à 1429. C'est quand même étonnant de penser qu'un tel génie scientifique ait eu un grand-père aussi sanguinaire. Cet observatoire est considéré par les universitaires comme l'un des meilleurs du monde islamique à l'époque et le plus grand d'Asie centrale. Rasé par les intégristes en 1449, il a été reconstruit après sa redécouverte en 1908 par les soviétiques. Sous un édifice décoré se trouve une partie du grand sextant de 11 mètres bordée de marches en marbre sur lesquelles on lisait les degrés. En face, il y a un petit musée qui retrace l'histoire du site avec des maquettes qui nous permettent de nous transposer au temps où tout était debout. En fait, Houellebecq fut le deuxième astronome, après Hipparque, à compiler un catalogue fondamental des étoiles. Il en aurait décrit plus de 1000. C'est Houellebecq qui a déterminé l'année stellaire en 365 jours, 6 heures, 10 minutes et 8 secondes. La ville de Samarcande est tellement jolie qu'on la surnomme l'Éden de l'Orient, le visage de la Terre, le sommet étincelant de la Terre, ou encore la cité des coupoles bleues. Avec la majorité de ces monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est vraiment une référence de la culture orientale. Comme la plupart des villes d'Asie centrale, Samarcande est divisée en deux zones, la ville médiévale et la nouvelle ville. À Samarcande comme à Boukhara, vous verrez qu'on a privilégié les visites de nuit qui rendent ces expériences féeriques. À partir du moment où les monuments historiques s'illuminent, les villes se parent d'une aura magique. La place du Régistان, notamment, devient un spectacle envoûtant avec ses médrassas illuminées, offrant un contraste saisissant entre l'obscurité et les couleurs vives des motifs. En plus, chaque soir, il y a un spectacle de son et lumière sur la place du Régistán. Même si on a préféré l'illumination classique de la place, on a regardé 2 fois et écouté 2 fois l'histoire de cette place emblématique de la route de la soie. Ils y retracent l'histoire des Ouzbeks et de Tamerlan en évoquant les contes des 1001 nuits. Tamerlan est important dans tout l'Ouzbékistan, mais à Samarcande d'autant plus car c'est sa ville de naissance. D'ailleurs, nous avons été abordés une fois par des étudiantes qui ont la consigne de parler le plus possible avec les touristes pour pratiquer leur anglais. Et elles ont évidemment parlé de Tamerlan avec beaucoup de fierté. Et ce qui était drôle, c'est qu'elles disaient « notre grand-père », Tamerlan, Timour là-bas. Donc chaque soir, le public se rassemble sur des marches face au Régistán pour assister au spectacle de son et lumière. C'est très populaire. Il y a certes des touristes, mais on y rencontre surtout beaucoup de locaux. Après le spectacle lumineux du Régistán, nous sommes partis découvrir le mausolée Gourémir. À l'origine, la madrasa était une structure modeste dotée d'une cour centrale destinée à l'éducation islamique des enfants de l'élite de Samarcande. Cependant, la disparition prématurée de son petit-fils bien-aimé, Mohammad Sultan, qui devait hériter du trône de Tamerlan après sa mort, en a changé le destin. Timour mourut cependant au cours de l'hiver 1405, sans avoir pu assister à l'achèvement du mausolée. C'est son petit-fils, Houellebecq, qui termina la construction. Le mausolée est célèbre pour sa finesse architecturale. Le dôme est nervuré et les murs de la voûte sont une toile de mosaïque complexe, composée de briques vernissées bleues, accentuées de dorures et de peintures. Les rosaces en relief du dôme
imite la voûte céleste, tandis que l'intérieur présente des entrelacs complexes sur les fenêtres et des panneaux de marbre et d'onyx ornés de sculptures et d'incrustations de pierres semi-précieuses. La tombe d'Amir Temur est ornée d'une pierre tombale de jade noir, le jade étant considéré comme détenant un pouvoir divin. Le premier soir, quand on est arrivé à Samarcande, nous avons dormi dans la rue tout près de la mosquée des voyageurs. Nous étions donc aux premières loges pour aller la visiter le lendemain matin. C'est une petite mosquée que l'on voit de très loin quand on est dans la ville, parce qu'elle est perchée sur la colline d'Afrosiab, qui est l'ancien nom de la ville de Samarcande. Cette mosquée est dédiée à Élie, le saint patron musulman des voyageurs. Ce qu'on voit en premier, c'est un très bel iwan. Un iwan, c'est une sorte de préau qui se caractérise par son ouverture d'un seul côté. Et cet iwan, il a de magnifiques colonnes en cèdre sculpté ainsi qu'un magnifique plafond. Tout à côté, il y a Shahinitza. Shahinitza, c'est un ensemble de 11 mausolées et de mosquées. Il faut d'abord gravir l'escalier du paradis, qu'on appelle aussi l'escalier des pêcheurs, pour accéder à une galerie ouverte, étroite, flanquée de cryptes appartenant à la famille de Tamerlan. Tous les mausolées ont un plan commun. L'entrée est marquée par un portique orné de céramique, puis chaque monument de forme rectangulaire possède sa coupole hémisphérique. Ce passage culmine dans une cour circulaire surmontée d'une arche voûtée sous laquelle se trouve une porte ancienne où on peut contempler les mausolées les plus anciens. Par exemple, à gauche, le mausolée de Tumanaka, qui était la 7e épouse et favorite de Tamerlan. À droite, le mausolée de Kutlug Aka, l'une des autres épouses de Tamerlan. La nécropole Shahinitza aurait été construite sur le tombeau du cousin du prophète Mahomet. Surnommé le roi vivant, ce cousin était le premier ambassadeur de l'islam en Asie centrale. Selon la légende, il est mort en martyr, tué en pleine prière par des non-croyants à Samarcande. Cet endroit est l'un des sites spirituels les plus importants. Il comprend une mosquée, un mausolée et une salle de prière. Nous avons d'ailleurs passé un grand moment dans cette salle de prière où des disciples étaient rassemblés pour écouter les paroles d'un imam. On dit que c'est à cet endroit qu'il a été décapité. Ce complexe de mausolées crée une harmonie visuelle de couleurs et de motifs que j'ai personnellement beaucoup aimé. Puis nous sommes allés à la mosquée Bibi Kanoum. Une version de l'histoire de cette mosquée raconte que pour surprendre Tamerlan à son retour de campagne militaire, sa femme Bibi Kanoum décida de construire la plus grande mosquée de toute l'Asie centrale. Toutefois, l'un des architectes responsables de la construction était tombé sous le charme de l'impératrice. Ce dernier commença alors à retarder les travaux pour passer plus de temps avec elle. Inquiète que les travaux ne soient pas achevés avant le retour de son époux, la souveraine demanda à l'architecte d'accélérer le rythme. Il était d'accord, en échange d'un baiser de la part de l'impératrice. Pressée par le temps, elle concéda à la requête de l'architecte. Au retour de Tamerlan, Bibi Kanoum avoua ce baiser à son époux. Pour la suite, il existe deux versions. La première, et la plus probable, est que Tamerlan tua l'architecte et précipita sa femme du haut de l'un des minarets de la mosquée. La seconde est que l'architecte a réussi à monter en haut du minaret, prit son envol et disparut à jamais. Depuis ce jour, le port du voile est recommandé à Samarcande. On raconte que le souverain ne voulait plus que les femmes puissent séduire les hommes. Nous quittons Samarcande et prenons la route en direction de Boukhara pour y arriver en toute fin de journée. Nous sommes bien sûr allés à la plus grande mosquée de Boukhara, au pied du célèbre minaret. Ici, plus de 10 000 personnes peuvent se rassembler pour la prière, ce qui fait de cette mosquée l'une des plus grandes d'Asie centrale. Puis nous avons arpenté les rues jusqu'au quartier de Chor-Minor. C'est l'un des quartiers les plus anciens de la ville, vraiment très peu fréquenté. Le Chor-Minor est unique en son genre, en raison de ses 4 tours distinctives, qui ne sont pas des minarets traditionnels utilisés pour l'appel à la prière, mais plutôt des éléments décoratifs qui marquent les 4 coins du bâtiment. Chaque tour est décorée différemment, et certaines interprétations suggèrent qu'elle pourrait symboliser différentes villes ou religions.
De là, on peut rejoindre le quartier de l'Ablikaouz. Autrefois, la ville de Boukhara était connue pour ses nombreux bassins. Ces derniers étaient alimentés par des points d'eau souterrains de la ville. Or, les eaux en provenance des sous-sols de Boukhara étaient imbuvables. Alors, sous la domination soviétique, tous les bassins furent détruits par souci d'hygiène, à l'exception de celui-ci qui fut épargné à cause de son intégration à l'ensemble du complexe. C'est un très grand bassin puisqu'il mesure 46 mètres de long, 36 mètres de large, et il est entouré de mûriers pluricentenaires. Ce quartier est connu pour son atmosphère animée et conviviale, où les habitants se détendent, jouent et profitent tout simplement de la vie. Et c'est bien ce que nous avons fait autour de bons repas ou en dégustant de nombreuses glaces. Il y a plusieurs madrasas autour du bassin. Après avoir été une école coranique pendant plusieurs siècles, cet édifice à la façade richement ornée propose aujourd'hui diverses choses. Il y a une entrée étroite qui mène directement à un patio qui était la grande cour de l'ancienne médrasse. Elle sert désormais de plateforme pour des scènes de danse folklorique pendant que des touristes y dînent par exemple. On y a même vu un concours d'échecs s'y dérouler. Au cœur de la route de la soie, l'Ouzbékistan est un véritable trésor de l'Asie centrale. Ce pays regorge d'une richesse culturelle et historique éblouissante. Ici donc, on y a vu des maîtres céramistes, par exemple, qui utilisent toujours les anciennes techniques. Plus de 60 formes différentes et une centaine de motifs sont utilisés dans la région de Boukhara. On y a admiré des ciseleurs de métal qui, avec leurs burins, cisèles et marteaux, travaillent leurs pots, assiettes, vases, plateaux, boîtes, narguilés à la perfection. Et on y a rencontré des miniaturistes. L'art de la miniature en Asie centrale a des racines historiques anciennes, puisqu'elle existe depuis l'invasion des Arabes au XVIe siècle, qui ont interdit les images figuratives. Les artistes ont alors commencé à peindre en cachette de tout petits formats qu'on pouvait cacher dans les livres. Manu a adoré discuter avec eux et ils nous ont partagé généreusement les significations symboliques derrière chaque élément d'une miniature. On trouve, au sud de cette place, le célèbre musée des marionnettes, qui est un espace d'exposition présentant une variété de personnages au visage très expressif, fabriqués à la main à base de papier recyclé et de colle. Ces marionnettes sont ensuite habillées et décorées. Plus à l'est se trouve un autre bazar. Les dômes, construits en briques céramiques, dont la coupole centrale de près de 15 mètres est soutenue par 6 imposants pylônes, est vraiment très impressionnante. Cette structure est construite là où convergent 5 rues, où nous avons flâné de nombreuses fois. Les arcades couvertes nous offraient une protection contre le soleil et un courant d'air frais qui rendait nos promenades très agréables. On peut y acheter de nombreux articles faits main, comme des tapis, de magnifiques chapeaux en laine de mouton, de belles écharpes, des couteaux, des vêtements. On y a également trouvé de nombreux objets de la République soviétique populaire. Nous avons également visité le mausolée des Samanides. Construit en l'an 900, il a été sauvé car il était complètement enseveli sous le sable et il a été retrouvé par hasard par les soviétiques. C'est l'édifice le plus ancien de Boukhara, conservé dans son état original. Un cube qui surmonte une sphère en briques cuites, des colonnes d'angle de 3/4 et un ensemble de briques de dimensions et de volumes différents. Un vrai petit bijou. Nous avons terminé notre séjour à Boukhara en allant voir le coucher du soleil du haut de la tour Choufkov qui s'élève sur 40 mètres avec sa structure en treillis d'acier présentant des motifs géométriques sur toute sa forme cylindrique. La citadelle Arc, située au cœur de Boukhara, est considérée comme le plus ancien monument de la ville et c'est un site archéologique important. Nous avons passé plusieurs nuits au pied du mur d'enceinte de cette citadelle qui est long de plus de 2 km. On peut y admirer des salles du trône, des mosquées et des vestiges de l'ancien palais. Nous sommes montés jusqu'à la tour de garde pour y avoir une vue panoramique sur Boukhara, y compris sur la place Kalon et sur d'autres monuments historiques. La troisième ville qui s'offrait à nous était Riva, mais après avoir bien réfléchi, nous avons décidé de ne pas y aller,
car le trajet était beaucoup trop long. Nous avons appris par la suite qu'un train aurait pu nous permettre de nous y rendre plus rapidement. Tant pis pour nous, Khiva fera partie des nombreuses choses que nous n'aurons pas visitées. Et tant mieux pour vous, car sinon, la vidéo aurait été encore beaucoup plus longue. Avant de quitter l'Ouzbékistan, nous sommes retournés passer 2 nuits à Samarcande, car nous devions avancer sur nos vidéos. Nous nous sommes amusés à filmer en vitesse accélérée, ce qui n'a franchement pas beaucoup d'intérêt pour vous, mais il était très important pour nous de garder une trace de ces rues que nous avons empruntées tellement de fois, pour toujours nous mener au Régistan, qui a toujours été le centre de la vie sociale de la ville. Dans l'Antiquité, cette place centrale était recouverte de sable. Puis 3 grandes madrassas, les écoles coraniques, sont apparues un peu plus tard. Ulugh-Bek, Sherdor et Tillakori, qui sont les principales curiosités de la ville. Elles ont été érigées par 2 souverains à des époques différentes. C'est bien, je veux dire, c'est majestueux, il y a le sens du détail. Mais alors, apparemment, ils n'avaient pas inventé le fil à plomb. Parce qu'à regarder comme ça, là, on voit qu'il y a une erreur au bas mot de 50 à 80 cm entre le haut et le bas. C'est pas rectiligne. Hein. C'est pas rectiligne. Pas parallèle, c'est normal. Hein. Il y a eu des tremblements de terre. D'abord, ils s'étaient gourés dès le départ, en fait. Apparemment, au niveau de la construction, ils n'arrivaient pas à construire tout à fait parallèle. Ensuite, il y a eu des constructions à des époques différentes, avec des fondations différentes qui ont justifié des mouvements différents. Et enfin, il y a pu y avoir des tremblements de terre. Donc, le fait que les tours ne soient pas du tout parallèles, ça se comprend. Mais elles ne sont pas rectilignes, et ça, c'est par construction. Ça, c'est impardonnable. Non, impardonnable. Pour des gens qui prétendaient avoir la science. Le regard que l'on peut voir sur le Régistan aujourd'hui est le fruit du travail minutieux de centaines de restaurateurs. Les travaux de restauration ont duré de nombreuses années et se sont terminés juste avant la chute de l'Union soviétique. Les scientifiques ont littéralement dû rassembler tout l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, des fragments de façade plus petits, en restaurant tous les éléments. Si aucune décision n'avait été prise sous le régime soviétique pour restaurer ce monument, cette belle vue ancienne ne serait jamais apparue sous nos yeux. Juste au moment de partir pour la Pamir Highway, on s'est rendu compte qu'on avait ça dans le pneu. C'est le fait que ce soit déjà complètement courbe, ça veut dire que le trou à l'intérieur, j'ai eu du mal à le retrouver de manière rectiligne avec mes outils. Puis en plus, c'est le pneu arrière et ça m'embête parce que chaque fois qu'on doit lever le pneu arrière ici sur Oscar, ben, il faut lever la moitié du véhicule. Ouais, la moitié de la roue avant, donc c'est pas stable. Bon, la semaine prochaine, on change de pays. On va au Tadjikistan. Et sachez que même avec son pneu rafistolé, Oscar, il a assuré comme un malade sur la Pamir Highway. À très bientôt.